Bonjour à tous. Avant de vous inviter à écouter le prochain épisode du balado La santé au-delà des mots, je tiens à vous aviser que mon invité est à Florence pour l'entrevue. Dr Julie Frezin est sur une terrasse extérieure entourée de petits insectes italiens que nous connaissons au Québec. Il s'agit de grillons qui se feront entendre ci et là durant l'entrevue. Je m'en excuse à l'avance et je souhaite de tout cœur que vous apprécierez le contenu de cet entretien fort intéressant. Merci et bonne écoute. Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Alors bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gagné et bienvenue à cet épisode du balado La santé au-delà des mots. Aujourd'hui, nous traversons l'océan Atlantique pour nous rendre en Europe, rencontrer une chirurgienne que j'ai connue il y a quelques années lors de son stage à Québec. Nous allons pouvoir dans quelques instants lui demander ses impressions sur son séjour au Québec, mais je peux vous confirmer qu'elle a laissé une vive impression auprès des collègues chirurgien. Donc, sans plus attendre, je vous présente Dr Julie Frezin, qui est chirurgienne belge. Julie, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors, merci de te joindre à nous durant tes vacances. Là, tu me disais que tu étais en Italie alors que moi, je suis à Québec. Il y a un peu de décalage horaire, là, donc c'est tôt le matin à Québec. Julie, tu m'as fourni ta biographie, puis j'avais déjà envie de revenir sur ne serait-ce que en Belgique, l'aspect de la langue, là, au Québec, c'est un enjeu qui est très délicat, mais j'ai l'impression qu'en Belgique également, la question de la langue et de l'identité culturelle est très importante pour vous. Oui, malheureusement, on est un tout petit pays, mais avec 3 langues différentes et une entité centrale francophone au milieu des Flamands, qui est Bruxelles. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été très difficile à gérer. Et je rigolais toujours beaucoup parce que la première fois où j'étais venue au Canada avec mes parents, quand j'avais, je pense, 18 ans, on n'avait pas de gouvernement. Et puis quand je suis arrivée au Canada en 2018 chez vous pour mon année, on n'avait de nouveau pas de gouvernement. Donc ça reste une question difficile. Mais j'ai quand même l'impression que la crise qu'on a traversée, là, ça a permis un peu rapprocher les gens et de réapprendre à travailler ensemble. Mais dirais-tu qu'il y a une Belgique ou plusieurs Belgiques? Non, il y a une Belgique avec toutes ses particularités. Mais bon, c'est vrai qu'on a le nord du pays qui est, à mon avis, moins de mon avis. Puis, la décision dans ton cas de choisir comme langue seconde l'anglais plutôt que le néerlandais, c'est une question qui est un choix politique, un choix pratique ou... C'était un choix vraiment parce que l'anglais reste une langue, la langue la plus répandue dans le monde et qui allait me permettre de voyager. Et puis pour mes études en médecine, parler anglais c'est indispensable. Et donc je pensais que c'était le plus important pour l'avenir pour moi de savoir parler anglais au-delà du néerlandais qui est très utile évidemment en Belgique, mais qui reste une langue difficile à apprendre. Tout à fait. Est-ce que je me trompe en disant quand même qu'il y a une bonne proportion de Néerlandais qui vont choisir le français comme langue seconde ou... Mais donc, je pense que c'est parce que surtout ils ont un système scolaire qui est mieux organisé que nous. C'est-à-dire qu'ils apprennent le français plus tôt et leur télévision est en anglais en fait. Donc ils sont baignés dans la langue anglaise avec les sous-titres en néerlandais depuis leur enfance, ce qui leur permet d'apprendre les langues plus facilement. Mais je pense que c'est un peu en train de se perdre avec les Flamands qui deviennent plus pour la scission du pays. L'apprentissage du français chez les plus jeunes est en train de se perdre finalement. Okay. Tu me parlais d'écouter la télé en anglais, ça me rappelle une personne que j'avais connue à Ottawa qui disait que le français s'apprenait, mais que l'anglais s'attrapait, compte tenu que l'anglais est peut-être perçu comme étant plus facile à apprendre. Donc, on va passer outre ces questions politiques parce qu'on pourrait y rester un bon moment. Oui. J'avais envie de te demander l'endroit où tu es rendu aujourd'hui comme chirurgienne dans la région de Bruxelles. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette profession de médecin puis de chirurgien ou chirurgienne?
Tout d'abord, ça a commencé au lycée, là, avec les cours de biologie, où je me suis rendu compte que j'adorais ça. J'étais passionnée d'apprendre comment fonctionnait le corps humain, la physiologie de base. Et puis, je me suis dirigée vers la médecine pour en savoir plus. Et puis, j'ai eu l'occasion très tôt, pendant un stage, de pouvoir rentrer dans une salle d'opération. Et j'ai été émerveillée. Je me suis dit que le corps humain était vraiment quelque chose de magnifique. Et donc, depuis lors, j'en ai toujours profité de mes temps libres depuis le début de mes années de médecine pour pouvoir aller en salle d'opération. Et ma passion est née comme ça, en fait, peut-être au détriment d'autres spécialités qui auraient pu être aussi très intéressantes. La formation pour devenir chirurgienne semble plus longue en Europe qu'au Canada. Dans notre cas, à Québec, ça peut être, dans les parcours les plus courts à l'époque, c'était 9 ans, mais 10 ans en général, c'est le maximum. J'ai l'impression que dans votre cas, ça tourne plus autour de 12 à 13 ans en général. Oui, effectivement, c'est plus long. J'étais toujours impressionnée de voir finalement quand j'étais en dernière année de formation à Québec que certains chirurgiens étaient plus jeunes que moi. Mais donc nous, on fait 7 ans de médecine. Donc j'ai eu fini ma médecine à 25 ans et puis j'ai commencé les stages pour être chirurgien. Ça a duré 6 ans. C'est soumis à une évaluation du nombre de cas pour voir si on doit faire une année supplémentaire ou pas. Moi, j'ai eu de la chance, je n'ai pas dû. Et puis j'ai encore choisi de faire une année en plus chez vous, donc ça a fait 14 ans en tout. Puis dis-moi, quel souvenir gardes-tu de ton séjour à Québec, là, ou même avant ça, disons tes premières impressions? Mes premières impressions quand je suis arrivée à Québec, oui. Il fait vraiment froid. Il faut quand même préciser que je suis arrivée un 2 janvier. Et donc je me suis dit que bon, il faisait vraiment froid et qu'il neige vraiment beaucoup là. J'ai pas eu beaucoup de chance l'année où j'étais là. J'ai vu de la neige, mais j'en ai vu beaucoup. Et quand je me suis dit qu'un 15 avril, il y avait encore une tempête de neige, je me suis dit, Chris, qu'est-ce que c'est ça? Bon, alors, je vois que ça a appris à travailler québécois. Donc, tu étais venu passer en 2019 6 à 7 mois pour faire de la chirurgie colorectale à Québec. Est-ce que ce sont des connaissances que tu as amenées dans ta pratique ou tu as une pratique quand même plus de chirurgie générale aujourd'hui? Je travaille dans un plus petit centre, donc j'ai vraiment une pratique de chirurgie générale, donc je fais vraiment un peu de tout. Mais la chirurgie colorectale, ça reste ma passion et vraiment la sous-branche de la chirurgie dans laquelle je m'y connais le mieux. Et mon expérience à Québec, ça m'a apporté énormément vu l'importance des cas que vous faisiez et votre expérience aussi. Donc ça, c'est un énorme bagage que j'ai ramené chez moi quand je suis rentrée. Puis je pense que tu fais également de la chirurgie bariatrique, donc la chirurgie pour le traitement de l'obésité morbide. Oui, tout à fait. Donc ça, on est 2 à le faire dans mon centre. C'est une recommandation gouvernementale. Et donc, je suis venue renforcer ma collègue pour l'aider dans la prise en charge des patients bariatriques. Est-ce que c'est un problème qui est important chez vous, l'obésité? Oui, malheureusement, c'est pas encore au niveau des États-Unis, mais on a quand même 30% de personnes qui sont en surpoids en Belgique. Et c'est assez impressionnant parce que le nombre d'interventions d'obésité par an en Belgique est en train de rejoindre le nombre de cholécystectomies, donc d'ablation de la vésicule biliaire, ce qui est une pathologie assez fréquente et on voit que la chirurgie bariatrique la rattrape. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui en bénéficient. Je regardais quelques statistiques, ne serait-ce qu'au niveau de la population, la Belgique a environ 11,5 millions d'habitants, le Québec 8,5. En termes de budget de la santé, c'est peut-être difficile à comparer, là, ne serait-ce qu'avoir le budget global de la Belgique, c'était pas clair à trouver, là, mais le budget de la santé, d'après mes compréhensions, est autour de 45 milliards de dollars canadiens en Belgique. Au Québec, c'est autour de 50 milliards, donc des budgets sensiblement similaires. Là où j'étais vraiment surpris, puis c'est peut-être des chiffres que tu ne connais pas, c'est le nombre de médecins. Je t'apprendrai peut-être qu'en Belgique, il y a 46 000 médecins, donc dont 30 000 médecins spécialistes, alors qu'au Québec, il y aurait 20 000 médecins pour distribuer environ 50 entre médecins de famille et spécialistes. Ce qui me mène, puis je regardais un petit peu ton site web, puis les endroits où tu travailles, ce qui m'amenait finalement à te demander est-ce que c'est difficile d'établir une pratique chirurgicale comme quand tu as commencé à pratiquer là, il y a quelques années, parce que je voyais que tu offrais des services dans plusieurs cliniques.
Donc, je Oui, présume que c'est pas nécessairement évident. La clientèle ne doit pas venir si facilement que ça au début. C'est très difficile. Donc, les gens choisissent vraiment leur chirurgien en Belgique. Et il faut vraiment se faire sa place là. Il faut batailler sec, il faut jouer des coudes, il faut arriver à recruter des patients. Et c'est très différent de la pratique que j'ai vue à Québec où finalement, quand on rejoint une équipe, ben, on a des cliniques qui sont pleines et puis on a des gens à opérer. En Belgique, quand on commence et qu'on est jeune chirurgien, ben, on n'a personne. Personne nous connaît, personne vient nous voir. Et il faut vraiment essayer de se mettre en avant, de démarcher pour pouvoir avoir des patients. Ce qui est un peu regrettable finalement parce que je trouve que la médecine, c'est pas un business. Donc voilà, c'est un service qu'on offre aux gens, mais c'est vrai que c'est difficile de se faire une place quand on est jeune chirurgien en Belgique et c'est déjà difficile de trouver un poste. Trouver un poste, rien que ça, c'est déjà une bataille en soi. Qui octroie les postes? C'est l'hôpital ou c'est Mais donc, l'entité ministérielle? Ou? Le ministère définit un certain nombre de postes de résidents par université. Et donc l'université fait un concours pour décider de quels résidents vont rentrer dans le parcours de chirurgie. Et ce qu'on nous dit très peu, c'est qu'en fait, à la fin de notre parcours de chirurgie, ben, on trouvera peut-être pas de travail. Et c'est vrai que moi, dans mon année, ben, il y en a plusieurs qui n'ont pas trouvé de travail. J'ai une amie qui a même un PhD ça fait 1 an qu'elle cherche. Plusieurs qui sont partis en France, des réorientations de parcours parce que les équipes sont déjà fournies et c'est très difficile de pouvoir trouver des postes actuellement, d'autant plus quand on est une femme. On va y revenir dans quelques instants. Mais cette difficulté à trouver un emploi, les gens s'en rendent compte finalement assez tard. Donc, en fin de parcours, à toute fin pratique. Ben, on commence à s'en rendre compte vers R4, R5. Et quand on commence, alors on postule en fait, hein, donc on envoie son CV à tous les hôpitaux et souvent on reçoit pas de réponse. Donc c'est vraiment assez difficile pour trouver parce qu'il y a certains résidents avec qui le contact est bien passé lors d'un stage à qui on leur promet la place, par exemple 3-4 ans à l'avance. Donc ça sera une place qui sera déjà bloquée et donc ça rend les choses très difficiles. Simplement pour préciser que l'environnement que tu as connu à Québec, c'est peut-être pas non plus la norme partout au Québec. Là. Il y a des endroits où la pratique peut être difficile à établir. Mm-hmm. Ça dépend des niches. Au Québec, le chômage médical, c'est quelque chose qui est évoqué régulièrement, mais qui ne semble pas se matérialiser, là. Ne serait-ce qu'au niveau de l'Association québécoise de chirurgie, donc la profession qui nous concerne aujourd'hui. Bon an, mal an, la quasi-totalité des résidents réussissent à se placer. Ah oui. Cela étant dit, parfois certains n'iront pas nécessairement à l'endroit de leur choix ou vont devoir parfois faire une croix sur un parcours universitaire parce qu'il n'y a pas de place dans le moment. Mm-hmm. Mais c'est très rare, là, donc ce sont quand même des petites cohortes. Là. Souvent, on va parler d'une quinzaine de résidents qui graduent à chaque année. Le Québec, c'est un petit milieu, mais je ne sais pas si ça peut s'apparenter à la Belgique, mais au point de vue professionnel, au Québec, la majorité des chirurgiens se connaissent là, de façon directe ou indirecte. Donc, c'est quand même assez facile de placer les gens. Donc, je regardais le nombre de docteurs, puis ce que tu me dis là, je suis pas vraiment surpris là, quand je vois le nombre de médecins par rapport à la population. Mais je crois que c'est le problème parce qu'on fonctionne par université. Et donc, on se connaît tous dans le milieu d'une université. Okay. Et je crois que c'est peut-être ça qui entraîne un peu trop de personnes formées. Si on regardait au niveau du pays et qu'on limitait au niveau du pays, ça serait certainement plus simple et mieux équilibré. J'ai vu qu'il y avait une volonté gouvernementale de restreindre l'accès en résidence. Est-ce que c'est quelque chose qui se matérialise ou c'est... Oui, tout à fait. Donc ça, c'était déjà mon cas quand j'ai gradué. Moi, j'ai postulé pour le concours de chirurgie générale. Ils prenaient 12 personnes et on était 15 à postuler. Et puis, j'ai postulé pour le concours de chirurgie plastique et cette année-là, ils n'en prenaient même qu'un. Alors, on a parlé un petit peu tout à l'heure là, de la difficulté de se trouver une place comme chirurgienne en Belgique. J'aimerais t'entendre sur l'expérience que tu as vécue durant la résidence en tant que femme, puis s'il y a des enjeux
au niveau de l'égalité, ça peut être le harcèlement professionnel ou d'autres choses de cette nature-là, parce que ça semble quelque chose, même j'en discutais ici à Québec avec quelques collègues récemment, puis j'avais l'intention de faire un balado d'ailleurs à ce sujet là, avec des collègues de Québec. Ça semble pas complètement réglé, puis on en avait parlé un peu lorsque tu étais à Québec, puis ça semblait également avoir été un enjeu ou être encore un enjeu là, dans certains cas là, en Belgique. C'est vrai, là c'est encore un peu deux questions en une. Oui. Donc, être une fille pendant la résidence, honnêtement, au niveau du boulot, moi j'ai trouvé que c'était tout à fait égalitaire. Donc il n'y avait aucune différence entre les garçons et les filles. Au contraire, ça se passe plutôt bien pour les résidentes parce que je trouve on reste des filles, donc on a une façon de gérer nos papiers, notre organisation de la journée, tout ça, qui reste un peu méticuleuse. Donc ça s'est très bien passé. Maintenant, ce qui est pour la question du harcèlement, c'est vrai que la vision européenne est très différente de la vision américaine qui est beaucoup plus stricte. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des débordements. Il y a certainement des choses qui se passent qui ne devraient pas se passer. Moi, personnellement, j'ai toujours appréhendé les allusions et les petits gestes déplacés de façon très détachée, ce qui a permis que ça n'aille jamais plus loin et que ils comprennent que ça ne servait à rien d'essayer de m'embêter. Mais ça existe, c'est vrai, ça existe, les réflexions déplacées auprès des filles, et voilà. Après, le réel problème d'être une femme, je pense, en chirurgie, c'est pour trouver un poste de permanent, parce que les équipes sont petites. En Belgique, ça reste des équipes de 3-4 chirurgiens. Et la réalité, je pense que ça fait peur d'engager quelqu'un dans l'équipe qui est susceptible d'être absent 3-4 mois pour une grossesse. Il va y avoir un service de guerre qui va être déforcé. Les collègues vont devoir fournir plus de travail, et je pense que ça reste une réalité liée à notre travail qui va entraîner des difficultés personnelles en tant que femme. Est-ce que ce sont des questions qui peuvent être posées en entrevue d'embauche? As-tu l'intention d'avoir des enfants? Combien? Quand? Oui, c'est une réalité. Donc moi j'ai de la chance, c'est que mon collègue qui est chef de service, il accorde beaucoup d'importance à sa famille. Mais ça a été posé lors de mon entretien. Ça a été, as-tu des projets de mariage, as-tu des projets de bébé? Et je sais que mes amies chirurgiennes, j'en ai plusieurs, ce sont toutes des questions qui ont été posées lors de l'entretien d'embauche. Puis c'est des questions auxquelles tu dois répondre? T'as pas le choix? Il faut répondre, et parfois il y a même des restrictions sous-entendues sur le délai avant la première grossesse. Ah oui, ah oui. Puis est-ce qu'il y a, comme au Québec, on le voit, là, souvent, il y a maintenant énormément de femmes chirurgiennes, puis parfois il y a des services où ce ne sont que des femmes. Les collègues vont s'entendre entre elles pour synchroniser leur grossesse, ou plutôt les désynchroniser. Là. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez aussi? Ou? En fait, je ne connais que peu d'équipes où il y a plusieurs femmes, honnêtement. Je connais beaucoup d'équipes où il n'y a que des hommes. Mais moi, j'ai de la chance, on est 3 et on est 2 femmes. Donc, c'est vrai que pour ça, on se serre les coudes. Et comme je le disais, mon collègue est très compréhensif, et pour lui, c'est la plus belle chose au monde d'avoir des enfants. Donc, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis à ce niveau-là. C'est fantastique. Je vais un peu me prendre un peu de recul puis proposer une question. Par exemple, si une fois que tu es dans un service, un collègue ou un supérieur te demande si tu as l'intention d'être enceinte, est-ce que tu pourrais percevoir ça comme une question qui est inadéquate, ou en même temps, ça pourrait être simplement une question de gestion de la main-d'œuvre? Puis de savoir que ça peut être intéressant de savoir si Dr Frezin compte avoir un enfant dans 6 mois ou dans 5 ans pour peut-être la prévision du recrutement ou l'éventuel congé sabbatique d'un autre collègue. Tu sais, ça peut dépendre un peu de la perception qu'on a de ce genre de questions-là aussi. Non, moi je comprends tout à fait la question. Elle est légitime. Je veux dire, le travail est dur, et donc il faut l'organiser pour que ça se passe au mieux pour tout le monde. Donc c'est normal que ce soit des choses à prévoir. Et moi j'y pense souvent, de savoir comment est-ce que ça sera possible d'avoir un congé de maternité. C'est des choses auxquelles je pense souvent. Puis l'autre question que je te soumets, parce que je me suis fait la réflexion avec une collègue à Québec récemment, là, avec qui j'opérais. Puis là, je fais une blague qui, sur le coup, me semble correcte, puis qui est peut-être un peu limite, parce que, dans le fond, la perception de la blague est plus souvent dans l'oreille de celui ou celle qui l'entend que dans la part de celui qui l'émet. Puis finalement, après, on a eu une discussion à 3 là-dessus, puis on s'est dit, en même temps, si dans un groupe où on se considère égal, les hommes s'empêchent de dire certaines choses lorsqu'une femme collègue est présente,
est-ce que ça peut pas créer chez elle un sentiment d'exclusion? Je sais pas, tu sais, de moins faire partie de la gang, entre guillemets, si elle a l'impression que, là, moi, quand je suis là, les gars parlent pas des mêmes choses, ils font pas les mêmes blagues. T'sais, je me fais dire qu'ils ont plus de plaisir quand tu vois-tu un peu Oui, à partir du moment où, comme femme, dans un milieu où, en théorie, dans un scénario idéal, tout le monde est égal, encore là, ça peut être un peu délicat, là, parfois. C'est pour ça que moi, j'ai jamais beaucoup accordé d'importance aux remarques et aux blagues un peu déplacées des collègues, parce que, comme tu dis, moi, je considérais que je faisais partie de la gang, et voilà, c'est la chirurgie, c'est un peu goguenard. Ouais. Mais c'est vrai que peut-être d'autres personnes avec une sensibilité plus fine auraient été choquées, mais moi, ça me dérangeait pas, parce que ça me faisait rire. Donc, bref, c'est un sujet qui demeure ouvert, mais on aura l'occasion d'y revenir. Dis-moi, je regardais encore une fois là, ton site web, puis tu sembles te promener beaucoup. Donc, tu offres des services de la clinique de consultation dans plusieurs endroits. Certains milieux de travail semblent être quand même à 50, 60, 70 kilomètres de distance, d'après les recherches que j'ai faites. Donc, non, c'est un petit peu moins. Donc, c'est 30, 40 kilomètres. Okay. Et ce qui permet d'élargir un petit peu les lieux où je peux recruter des patients. Et c'est aussi avec l'objectif que quand je m'établirai plus tard, que j'aurai une maison, j'aimerais bien faire un cabinet chez moi pour faire de la clinique à la maison. Ah ouais. Et donc, c'est le but aussi de pouvoir m'implanter dans ces endroits où je sais que c'est là que j'aimerais vivre plus tard. OK, tu te verrais vraiment faire du bureau chez toi? Oui. En fait, en Belgique, énormément de spécialistes font ça. Donc, ils ont une demi-journée ou une ou deux soirées à la maison. Ils font de la clinique à la maison parce que les patients préfèrent venir chez eux qu'à l'hôpital. On fait même un petit peu de petites chirurgies et des petites choses comme ça à la maison. Puis, est-ce qu'on court pas le risque que les patients viennent frapper à tout moment ou ça fait partie de la culture? Ça fait partie de la culture, oui. Je reçois souvent des messages, des mails, des coups de fil, mais ça fait partie de la culture. On essaye vraiment de se rendre disponible pour les patients. OK, vous donnez votre numéro de téléphone, disons, personnel aux patients. Oui, moi, pour les patients vraiment très proches ou qui ont des réels soucis, ils ont mon numéro de cellulaire privé, et puis sinon, j'ai un numéro de cellulaire public. Et honnêtement, les gens sont respectueux et ils en font bon usage. Okay. Votre réseau de santé s'apparente au nôtre dans la mesure où c'est un réseau qui est universel. Donc, tous les patients sont couverts? Oui, donc tous les patients sont couverts. On a un système de RAMQ qui est donc on appelle les mutuelles en Belgique, qui est très peu onéreux. Ça représente entre 60 et 100 euros par an. Et à cela, on peut adjoindre une assurance hospitalisation, ce qui va permettre d'avoir une chambre privée si on doit être hospitalisé. Donc, ce n'est pas un système totalement gratuit comme au Québec, mais ça reste un système qui est peu onéreux et qui permet aux gens quand même d'avoir accès à tous les soins de santé. Quand tu dis que ce n'est pas un système complètement gratuit, c'est parce que les patients doivent débourser de l'argent pour la prime d'assurance? Il y a pour la prime d'assurance, et donc cette prime d'assurance va prendre en charge une certaine quote-part qui est variable selon les actes ou les services fournis, et il restera toujours une quote-part pour le patient. Donc le patient aura toujours une partie à payer dans les frais d'hospitalisation, de clinique, etc. Okay. Puis toi, dans ton hôpital, là, disons, toute ta pratique est prise en charge par l'assurance maladie, là, où il y a une portion qui est un peu plus privée dans ta pratique. Donc toute la pratique est prise en charge par l'assurance maladie du patient. Et donc le patient nous dit s'il a une assurance complémentaire, il nous demande d'avoir une chambre privée. Et donc là, il y a d'office un supplément qui se fait au niveau de la clinique, mais c'est vraiment la clinique qui gère tout ça. Nous, on ne s'occupe de rien à ce niveau-là. Avant d'aller à la pause, j'aurais envie de te demander, quand tu étais toute jeune, tu me disais que tu voulais faire médecine depuis le tout jeune âge, mais quand même, j'imagine qu'à un certain moment, tu voulais faire autre chose. On n'a pas envie d'être médecin à 7 ans? Okay. Non, donc ça s'est précisé vers 16-17 ans, mais avant, il y a eu beaucoup d'idées qui sont passées. Je crois que la première, c'était princesse, hein, évidemment, ça, comme toutes les petites filles. Et puis, il y a eu prof de gym, j'aurais voulu avoir un élevage de chiens, donc il y a eu plein de choses qui sont passées par là. Mais rien de sérieux? Rien de sérieux. C'est bien. Alors, on prend une courte pause, puis on revient dans quelques instants. C'est maintenant le moment d'une courte pause.
le podcast La santé au-delà des mots est une présentation de Wittissimo, une boutique en ligne pas comme les autres et qui est en plein développement. Visitez notre boutique en ligne au www.wittissimo.ca au www.wittysimo.ca wittissimo.ca. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Alors, nous sommes de retour après cette courte pause avec Dr Julie Frezin, qui est chirurgienne dans la région de Bruxelles, en Belgique, et que j'ai connue lors de son séjour à Québec, lors d'un stage en chirurgie colorectale en 2019. Julie, tu viens de commencer ta carrière de chirurgienne, tu es encore toute jeune, mais quand même, à cette étape de ta vie, si tu n'étais pas chirurgienne, tu devrais faire quelle profession? Écoute, ça je le dis souvent. Je le dis souvent que si je devais changer et que c'était possible, moi j'aimerais bien refaire des études d'histoire de l'art. Okay. Ça me plairait assez, ça, de restaurer des œuvres d'art. Je trouve ça très minutieux et apaisant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je dis souvent. Le plus beau souvenir de ta carrière à date, incluant ta résidence? Oui, parce que c'est vrai que ma carrière est toute courte, ça fait 1 an et demi. Donc il est encore un peu tôt pour parler de souvenirs, mais au niveau de la résidence, moi, ce qui me marque, c'est mes premières fois, en fait. À chaque fois qu'on fait une première chirurgie en autonomie, c'est un petit bonheur. Et donc, moi, je me souviens de ma première greffe rénale que j'avais eu l'occasion de faire quand j'étais R2. Un samedi après-midi, le chirurgien m'a laissé les manettes là, et ça s'est super bien passé. Et ça, c'est vrai que c'est un très, très beau souvenir. Est-ce que le chirurgien était quand même présent, là, juste pour voir Oui, tout à fait. Il était en face, hein, donc il faisait le rôle du résident finalement, et moi j'opérais sous sa direction, mais c'est moi qui le faisais. Donc c'est vrai que c'était très chouette pour clôturer mes 3 mois de rotation en transplantation rénale, c'était sympa. C'est intéressant parce que j'avais il y a quelques semaines Mélissa Bouliane, qui est chirurgienne, en entrevue, puis elle me confiait une expérience similaire, là, cette espèce de cet apprentissage de l'autonomie ou cet accès à l'autonomie. Les gens s'en souviennent. Durant votre formation, quel est le niveau de supervision dont vous bénéficiez, ou est-ce que les patrons sont toujours présents jusqu'à la fin de la résidence? Est-ce qu'il est admis que les résidents seniors, quand je dis senior, donc un résident en 4e ou 5e année de formation, va faire des interventions chirurgicales seul, en l'absence du patron, ou même en l'absence physique du patron dans l'hôpital? Est-ce que c'est quelque chose qui est coutumier? En fait, ça dépend vraiment des milieux. Donc le milieu où moi j'ai été formée, c'est un gros hôpital. Donc ça tourne avec 2 niveaux de garde de résidents, junior et senior. Et c'est vrai que pour les interventions, en fait, c'est le senior qui opère seul en garde, et donc on prévient le chirurgien superviseur de ce qu'on va faire, et donc si on ne se sent pas à l'aise, alors il vient, et si on se sent à l'aise, il reste au bout de son téléphone, il est tout à fait disponible. Il n'y a jamais eu de problème de non-disponibilité, mais en tout cas c'est vrai que après 5 ans, 6 ans de chirurgie, il y a toute une série de procédures qu'on est à même de faire seul, et ça permet justement de préparer la transition pour la suite aussi. C'est présenté comment aux patients, disons, en termes, même j'imagine que même juste le sujet du consentement aux soins pourrait faire l'objet d'une discussion. Je pense. Oui, donc on le dit aux patients. Ouais. On le dit aux patients, on dit voilà, et le patient rencontre d'abord le résident junior qui vient l'évaluer, puis nous on vient se présenter en expliquant que la procédure qu'on va faire, qu'on est le chirurgien et que le superviseur de garde c'était le chirurgien, voilà. Et alors parfois le patient exprime le souhait que le superviseur soit présent, et donc le superviseur revient, il n'y a pas de souci. Okay. Puis quel genre d'intervention, mettons, tu devrais faire là en 5e année de résidence en chirurgie? Il y aurait comme pas de limite, disons, une perforation de l'intestin ou une péritonite, ou ça, c'est vraiment du cas par cas?
C'est vraiment du cas par cas, c'est vraiment lié aux résidents en fait parce que il faut pas se mettre en insécurité. Donc ça on ne le fait jamais et donc le chirurgien de guerre n'est pas désireux non plus qu'on soit en insécurité. Donc voilà, on commence souvent c'est les classiques appendicites, les hernies incarcérées et puis après une fois qu'on prend un peu de bouteille, ben oui, la colectomie en urgence, etc. C'est tout à fait des choses que l'on fait seul. Alors, il va falloir que je joigne un petit lexique à notre balado parce que tu disais quand on prend de la bouteille, ça veut dire quoi? C'est de l'expérience? C'est quand on prend de l'expérience, c'est vrai. OK, c'est bon. Donc, après 1 an et demi de pratique, il y a un genre de lune de miel quand on commence la pratique chirurgicale. Les premiers cas, tu sais, si on est chanceux, tout va bien, mais on finit quand même par on va dire au Québec, par se barrer les pieds, là, ou par, as-tu un cas difficile ou Oui. une grosse complication qui est venue comme Oui, j'ai vraiment eu ça. C'est exactement comme tu dis. Oui. C'est vraiment comme tu le dis, lune de miel pendant 6 mois avec de l'assurance. Je rentrais de chez vous. J'étais vraiment, je me disais que je connaissais plein de choses et puis patatras, j'ai eu une grosse complication sur un patient que j'avais opéré en urgence pour enlever la partie droite du côlon. Et donc quand on fait des opérations comme ça, il faut recoudre les 2 morceaux d'intestin. Et mon patient là, la couture a lâché à J15 post-op avec toutes les complications qui allaient avec le ventre. Bon, je ne sais pas si je peux expliquer les détails ici. Ouais. Mais en tout cas, ça a duré très longtemps, ça a été très difficile. Je me suis beaucoup battue pour arriver à le sortir de l'hôpital. Et la victoire, c'est que j'ai pu refermer sa poche il y a 1 mois et qu'il va très bien. Et donc ça, c'était la victoire. Mais ça a été dur. C'est difficile, on passe tous à travers ça. Je discutais avec un résident hier, puis je lui disais que la chirurgie, c'est un peu comme un bol de biscuits. Là. Toutes les fois qu'on fait un bon coup, là, on met un biscuit dans le bol. Puis là, on peut accumuler comme 100 biscuits. Là. Puis, quand on a une complication, c'est comme si on renversait le bol de biscuits au complet par terre. Ouais. Puis là, tout est à rebrasser. Tout s'écroule. Tout s'écroule, on se remet en question et c'est comme repartir de zéro, c'est terrible. Mais je vois que tu as toute la confiance puis la compétence pour passer à travers, mais c'est très difficile. Là. Il y a des chirurgiens qui... j'ai entendu des histoires difficiles de chirurgiens qui, à toute fin pratique, réorientaient une carrière parfois là, dans le cadre d'une complication survenue en début de pratique comme ça. Ben oui, je pense. Roger m'avait dit, tu verras, tu vas pas beaucoup dormir les années qui vont arriver et je pense souvent à ça. Exactement. Mais dis-toi que comme on est tous passés par là. Oui. Dis-moi, on approche déjà de la fin, mais je te demanderais quelle est ta définition de la santé? C'est quoi pour toi être en santé? Être en santé, je trouve que c'est quelque chose qui doit être très complet. En fait, au-delà un peu de ce que nous, médecins, on s'occupe de résoudre des maladies là, qui ont un nom bien précis sur le papier. Et moi, je dirais que quelqu'un qui est en santé, c'est quelqu'un qui peut interagir comme il l'entend avec son environnement et avec les autres. À partir du moment où il n'a pas de limitation dans ce qu'il aimerait faire, je crois que ça, c'est quelqu'un qui est en santé. Et donc, ça doit couvrir autant le physique que le mental. C'est une vision quand même assez complète, là. Donc, un moindre handicap viendrait compromettre ça ou... Non, parce que ça serait lié à la perception, je pense, de la personne. Et si la personne se sent heureux de sa façon de vivre, je crois qu'un handicap ne doit pas limiter le fait d'être en bonne santé. C'est bien. Dis-moi, as-tu une devise ou un mantra, une chose que tu te dis ou tu dis aux autres ou que les gens vont dire « Julie dit toujours ça » ou tu dis que ta conduite ou... Non, j'ai pas vraiment un vrai mantra. Il y a rien qui me vient à l'esprit comme ça. Par contre, j'avais mon premier patron de chirurgie colorectale qui disait quelque chose. Il le disait souvent et ça me revient souvent à l'esprit. Il disait ni paillasson ni hérisson. C'est-à-dire? Voilà. Il le disait ça à tous les étudiants en médecine en disant que tout le monde a le droit d'exprimer son avis, mais qu'il faut savoir le faire avec justesse. Ah, c'est bien. Ok, on va le retenir. C'est bon. Avant d'aller en conclusion d'entrevue, je reviendrai sur la pandémie. Les premiers souvenirs que tu as là, du début de la pandémie, là, donc il y a maintenant près d'1 an et demi, là, au début 2020, peut-être même fin 2019, là, selon...
Comment tu as vécu ça? Ben, dans notre hôpital, ça n'a pas été précoce. Et donc, les premiers souvenirs que j'en ai, moi, c'est vraiment ce que je voyais à la télé, là, aux infos, et c'était très stressant. Et puis, pour moi, c'est vraiment devenu concret, où tout d'un coup, sur une semaine, nos soins intensifs se sont remplis et je suis passée aux soins et je les ai tous vus sur le ventre. Et il y avait une ambiance de mort qui régnait dans le service. Et là, j'ai vraiment pris en pleine face. Et là, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment... on était sûr de rien, on savait pas qui allait être touché, comment il fallait s'y prendre. Et ça a été vraiment la réalité qui m'est tombée dessus. Puis cette période-là, ça a duré combien de temps? La première vague, je crois que ça a duré 6 semaines, je pense. Puis ça a commencé à aller mieux. Et c'est vraiment quand ça a recommencé cet hiver que là, ça s'est pérennisé pour les soins intensifs. Là. Puis comment entrevois-tu l'automne? Ça me fait peur en fait parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont contre la vaccination. Et ces gens-là, au-delà de leurs croyances individuelles, ils essayent de convaincre les autres. Et on a les variants qui galopent, qui sont très transmissibles. Et on voit bien que les gens qui sont hospitalisés pour le moment, ce sont tous des gens qui ne sont pas vaccinés. Et donc, j'ai bien peur que des gens qui sont plus faibles commencent vraiment à pâtir peut-être de la mauvaise décision d'autres personnes qui ont une vision erronée sur la vaccination. Puis là, tu es en vacances dans le moment là, en Italie. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète ou tu te sens en pleine sécurité là, actuellement? Là? Actuellement, c'est vrai qu'en tant que médecin, on connaît bien, surtout chirurgien, on connaît bien les gestes barrières. La stérilité, c'est quelque chose qui nous connaît, donc tout ce qui est contact, on vit avec ça tous les jours. Donc et puis je suis pleinement vaccinée, j'ai dosé mes anticorps, mon compagnon est vacciné aussi, donc on fait très attention. Mais c'est vrai que je suis quand même un peu étonnée du manque de contrôle. Il y a peu de contrôle de sécurité et ça m'étonnera toujours, surtout vu ce que l'Italie a traversé déjà en début d'épidémie. Alors, pour le lexique de fin d'entrevue, également, compagnon, ce serait chum. Oui, c'est mon chum. C'est bien. Et puis, le port du masque, disons, où en êtes-vous? Est-ce que c'est encore quelque chose qui est en vigueur? Donc, à l'intérieur. À l'intérieur, partout, obligatoire. À l'extérieur, non. À l'extérieur, le port du masque n'est plus obligatoire. On est toujours avec les codes couleurs ici en Europe. Et donc, c'est vrai que l'Italie est en zone verte. Très peu de cas pour le moment. Donc ici, pas de masque dehors. On est bientôt en fin d'entrevue. Donc, c'est la section baguette magique de l'entrevue. Donc, je te donne une baguette magique, puis je te permets de changer une chose dans le système de santé belge immédiatement. Tu changerais quoi? C'est difficile comme ça, parce qu'il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Il y a une première chose qui me vient à l'esprit, c'est améliorer la condition des infirmières, je pense, parce que elles sont de moins en moins nombreuses à vouloir faire cette profession. C'est une profession difficile qui demande beaucoup. Elles ont beaucoup de responsabilités. Moralement, c'est difficile. Physiquement, c'est lourd. Et en Belgique, ils sont en train de rétrograder sur les primes et sur la reconnaissance des spécialisations des infirmières. Et donc ça, je trouve ça que c'est vraiment vraiment très mauvais de faire ça alors qu'elles viennent de tout donner pour survivre à une pandémie, et pour les remercier, on va encore leur amputer quelque chose. Donc je trouve que ça, c'est quelque chose de très important dans le système de santé belge. Ça serait un peu favoriser le travail des infirmières. C'est quand même fascinant de voir à quel point on est à plusieurs milliers de kilomètres de distance, mais les enjeux sont exactement les mêmes. La question des ressources humaines, notamment au niveau des soins infirmiers actuellement, c'est vraiment un problème majeur au Québec et au Canada. Il y a des histoires de maraudage entre les provinces pour aller chercher du personnel. Ouais. Il y a des craintes dans le système de santé québécois de voir partir les infirmières vers le réseau privé qui est un peu en croissance là, en réponse aux besoins de la pandémie. Il y a des infirmières qui sont parties
à la retraite ou qui avaient retardé l'âge de la retraite, qui l'ont finalement prise là, compte tenu du contexte. Donc, puis tout ça, je ne sais pas les objectifs du gouvernement belge, mais au Québec, on vise un rattrapage des délais là, induits par la pandémie sur un horizon de 2 ans. Là. Donc, on vise une augmentation de la productivité de l'ordre d'environ 20%, alors qu'il y a une pénurie chronique. Donc, les enjeux sont vraiment similaires. Oui, la direction de l'hôpital voudrait aussi qu'on rattrape et qu'on reprenne une activité à haute cadence, alors qu'on n'a pas assez d'infirmières pour pouvoir ouvrir toutes les salles au bloc opératoire. Donc, c'est vraiment difficile. Alors, je vais reprendre la baguette magique, puis je vais te permettre de rencontrer la personne de ton choix dans le monde, qu'elle soit vivante ou décédée, donc soit pour prendre un café ou un verre, là, selon l'heure de la journée. Dans mon cas, ce sera un café parce que il est 6h15 du matin, mais toi, ça pourrait être un verre, donc quel serait ton choix et pourquoi? Mais écoute, là, moi, j'ai plutôt envie de me porter vers mon côté artiste, là, et si je pouvais rencontrer quelqu'un, moi, j'aimerais rencontrer Mozart. J'aurais bien aimé voir quel type de génie se cachait derrière cette personne-là. Le Requiem de Mozart, ça a été la musique que j'ai le plus écoutée, je pense, durant mon enfance et mon adolescence. Et quand j'ai découvert le film Amadeus, ça m'a bouleversée. C'est un de mes films préférés. Et donc, c'est vrai que ça serait pas mal de voir un peu quel était ce petit personnage, dont une musique si merveilleuse coulait de ses doigts. Puis, tu boirais quoi avec lui? Ouf, moi j'irais bien un café, mais à mon avis Mozart était plus porté sur des choses un peu plus fortes. C'est bon. Excellent choix. Dis-moi, as-tu une cause qui te tient à cœur, une fondation, ou une maladie, ou un organisme que tu aimerais nous présenter? Ou... Ici, je vais profiter pour faire un petit merci. Alors, vu que tu me poses cette question, je voudrais citer la fondation qui m'a permis de venir passer 1 an auprès de vous. Donc, j'avais besoin d'une bourse pour pouvoir partir au Canada. Et en Belgique, il y a ce qu'on appelle la fondation Orlet d'Absence, qui est une fondation qui permet chaque année d'offrir une bourse à un artiste et à un médecin en formation. Et donc, je voudrais les remercier de m'avoir permis de venir chez vous. Voilà. Alors, merci. Tu pourras peut-être me fournir le site Internet ou une adresse? Ah oui, tout à fait. On pourra le mettre sur les notes de ton balado sur je ferai ça. Site Internet. Alors, Julie, merci. C'est déjà la fin de l'entrevue. En conclusion, avant de nous quitter, aurais-tu un dernier conseil, une pensée que tu voudrais nous laisser, soit pour les étudiants en médecine ou les jeunes femmes chirurgiennes qui t'écoutent et qui sont peut-être inspirées par ton parcours? Moi, je dirais pour les chirurgiens, surtout, donc pour tous les médecins, mais surtout pour les chirurgiens, Mélissa disait qu'il fallait bien s'entourer au niveau personnel, mais je dirais aussi, n'oubliez pas avec qui vous travaillez et essayez de bien vous entourer au niveau du travail, parce qu'on n'est jamais aussi seul face à ses patients, et avoir des collègues à qui on peut parler et poser des questions et s'entraider, c'est hyper important. Excellent commentaire. Alors, c'est déjà la fin. Donc, je remercie mon invitée, Julie Frezin, donc une amie, une chirurgienne à Bruxelles, en Belgique, mais que j'ai rejoint aujourd'hui à Florence, en Italie, sur une jolie terrasse. Donc, vous entendez peut-être le vent, la musique. J'ai même vu passer un chien en arrière-plan à un certain moment. Voilà. Donc, Julie, merci beaucoup. Mais merci beaucoup, Jean-Pierre, de m'avoir permis de te revoir et de te parler. Puis on va attendre ta visite prochaine. Oui, rapidement, j'espère. À l'automne. En attendant, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous invite à visiter notre site web qui est baladosante.ca, baladosante.ca. Sur le site, vous pourrez vous abonner, vous pourrez laisser un commentaire. Je vous invite également à me suggérer des invités. Vous trouverez également les liens pour vous diriger vers les différentes plateformes où les balados sont disponibles. Je vous invite évidemment à vous abonner au balado et je fais un appel aux commanditaires qui aimeraient supporter ce balado et être associés à celui-ci. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.